Do I have everybody's attention now? Yo, monsieur Catch-Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, review du Monday Night Raw, le Raw du 4 mai 2020. Le Raw s'ouvre comme la semaine dernière sur le MVP Lounge. Ça va devenir, je pense, une petite habitude pendant cette période de confinement. Où MVP invite les 3 participantes au Money in the Bank qui avaient un match à Triple Threat la semaine dernière, mais qui n'ont pas pu le faire parce qu'elles se sont tout simplement agressées toutes les 3. Asuka, Shayna Baszler et Nia Jax. MVP commence à d'abord poser des questions à Nia Jax. Il lui demande si elle a ce qu'il faut pour décrocher la mallette. Nia Jax répond à MVP, dit à MVP, est-ce que tu n'as pas vu ce que j'ai fait ces dernières semaines? J'ai marché sur tout le monde et j'ai dominé tout le monde, et ce dimanche je vais dominer tout le monde. Et ensuite il demande à Asuka qui répond en japonais. C'était bon, elle baragouinait ce qu'elle avait à baragouiner, et elle insulte Nia Jax, elle dit qu'elle a un gros cul. Ensuite il demande une réponse à Shayna Baszler qui dit que elle ne parle pas, elle agit. Et ensuite face à face entre Asuka et Shayna Baszler. Nia Jax est assis entre les deux, et ensuite elle donne un gros coup de pied à Nia Jax qui écrase qui tombe sur la table, qui casse la table du coup dû à son poids, et qui sort à l'extérieur du ring. Et MVP est sur le ring en train de se séparer Asuka et Shayna Baszler parce qu'il a bien foutu sa merde. Ensuite, on enchaîne directement avec le Gauntlet match, le Gauntlet Last Man Chance pour le Money in the Bank. On a commencé avec Bobby Lashley contre Titus O'Neil. J'ai pas compris ce qu'il faisait là. Titus O'Neil, ça doit être, ce match-là, ça doit être la chance la plus proche qu'il a eu pour un titre. Ça doit être la chance, dans sa carrière, ça doit être la chance la plus proche qu'il a eu pour un titre. La plus grosse proximité qu'il a eu avec un titre, c'est ce match-là. Titus O'Neil contre Bobby Lashley, le match n'a pas duré. Bobby Lashley s'impose avec un spear. Lashley contre Akira Tozawa. C'était minimum syndical. Bobby Lashley a démonté avec un spear. Lashley contre Shelton Benjamin. Franchement, bon échange. En même temps, Shelton Benjamin sur le ring, je suis désolé, voilà quoi. Mais j'ai bien aimé cet échange. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai bien aimé cet échange. C'était cohérent, c'était bien. La victoire de Bobby Lashley avec un spear. Ensuite, c'est le retour de Humberto Carrillo qui fait son petit retour. Là, par contre, pendant le match, Bobby Lashley a dominé largement. Mais à un moment donné, il commence à frapper Carrillo dans le coin de ring. Il s'arrête pas de frapper. Il se prend la tête avec l'arbitre et l'arbitre le disqualifie. C'est n'importe quoi. C'est pas logique. Le mec il l'a frappé dans le coin opposé, mais il l'a pas frappé pendant 10 minutes. Des fois, il y a des matchs où le catcheur il frappe le mec pendant au moins 10 minutes dans le coin opposé, l'arbitre il dit rien. Et là, il lui met 2-3 coups de poing dans le coin opposé, il se prend la tête avec l'arbitre directement. Bobby Lashley, ça n'a aucun sens. Ensuite, Humberto Carrillo contre Garza, c'était pour justifier la défaite de Bobby Lashley sans qu'il perde en crédibilité, parce qu'il faut pas qu'il perde en crédibilité, parce qu'à ce qui paraît, il part en rivalité avec Brock Lesnar. Donc ensuite avec Humberto Carrillo, on enchaîne avec son cousin Angel Garza. Angel Garza, bon, a le dessus sur lui, Carrillo est bien fatigué, mais il contre le Wing Clipper avec un rolling sunset flip. Donc il surprend son cousin pour la victoire de Humberto Carrillo. Ensuite c'est Austin Theory qui arrive, Austin Theory contre Humberto Carrillo. Austin Theory passe une superplex, mais Humberto Carrillo réussit à faire un comté vraiment rapide pour la victoire. Et ensuite c'est le retour du Phenomenal One. La rumeur de la semaine était vraie. AJ Styles participe à ce Gauntlet match en dernier. Bon échange entre les deux, mais c'est AJ Styles qui s'impose. Il avait fait déjà un travail sur la jambe de Humberto Carrillo, un bon travail sur la jambe de Humberto Carrillo, et ensuite s'impose avec le Calf Crusher, une prise de soumission que j'adore. Et Styles se qualifie pour le Money in the Bank, et il en a pas assez. Il explose la jambe de Carrillo sur le poteau. Et ensuite il attaque une petite promo. Il dit qu'il n'est pas un zombie, qu'il est de retour, qu'il a été enterré, mais là il est là maintenant. Et que Money in the Bank il sera prêt à tout pour gagner, même à balancer Aleister Black du dessus du toit du siège de la WWE. Et qui sera un Mr. Money in the Bank phénoménal. Voilà, ensuite on enchaîne avec Chariot Caruso. Il y aura beaucoup d'interviews ce soir. Beaucoup de segments un peu inutiles que je vais pas citer. Il y avait beaucoup d'interviews en fait. Chariot Caruso interview Seth Rollins. Elle lui demande les pronostics pour le main event de ce soir. Pour McIntyre contre Buddy Murphy. Rollins dit que ce qui doit arriver arrivera. Ensuite elle lui demande comment il se prépare pour le match Money in the Bank contre Drew McIntyre. Il dit que Drew McIntyre est un grand champion
Drew McIntyre est un grand champion, il n'a qu'une défense de titre. Mais c'est pas logique. Il dit que Drew McIntyre est un grand champion. Un grand champion, ça fait un mois qu'il est champion. Il a même pas il a une défense de titre et c'est contre le Big Show. C'est pas un grand champion, je suis désolé. Pour l'instant, c'est un bon champion. Moi j'adore Drew McIntyre en tant que champion. Il incarne vraiment ce titre. C'est vraiment un champion comme on n'en fait plus. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un champion comme ça. Mais ce n'est pas encore un grand champion. Faut arrêter le délire. Mais il n'est pas un leader comme lui. Et il veut le libérer mentalement et physiquement de ce fardeau qui est le titre de la WWE. En fait, le titre de la WWE, en gros, est sa croix. En fait, voilà, c'est sa croix et c'est son fardeau. C'est lui qui peut le porter et qui deviendra nouveau champion de la WWE à Money in the Bank. Seth Rollins dans son rôle de leader qui est de plus en plus à l'aise. Que j'aime beaucoup ces métaphores qu'il fait entre lui et le Christ. C'est bien, j'aime beaucoup. Bon, grandement inspiré de la Swedish Society, hein, librement inspiré de la Swedish Society. Mais ce gourou de cette secte, voilà, qui se compare un peu au Christ, franchement j'aime beaucoup ce gimmick. Et Rollins qui est de plus en plus à l'aise dans ce gimmick et c'est vraiment bien. MVP prépare ses deux poulains, Shane Thorne et Brendan Vick pour leur match contre Cedric Alexander et Ricochet. Charlie Caruso interview Buddy Murphy qui lui dit qu'il espère un jour être au niveau de son maître, son mentor, son gourou, Seth Rollins. Mais qu'il sait que Rollins va battre McIntyre à Money in the Bank et il sait que lui aussi il peut le battre ce soir. Shane Thorne et Brendan Vick, les nouveaux protégés de MVP contre Alexander et Ricochet. Victoire de... J'avais pronostiqué dans ma vidéo pronostic qui est disponible depuis hier, ma vidéo news pronostic que j'ai faite hier. Une victoire de Brendan Vick et Shane Thorne. Sinon ça n'aurait aucun sens de leur mettre MVP en tant que manager. Ça n'aurait aucun sens. Tu mets pas un manager à deux personnes si c'est pour qu'ils perdent derrière. Donc logiquement victoire de Brendan Vick et Shane Thorne avec un gros kick de Brendan Vick sur Ricochet. Un Bigfoot quoi, de Brendan Vick sur Ricochet. Pour moi, Ricochet avec Cedric Alexander, c'est terminé. C'est officiellement terminé. Mec qui perd contre, je sais pas c'est qui là, le champion universel là. Oui, le champion universel qui sert à rien, qui est l'équivalent de Mojo Rawley mais avec un peu plus de cheveux. Les deux ils ont perdu contre lui en plus. Les deux il a démonté les deux. Cedric Alexander et Ricochet, je suis désolé, je ne peux plus croire en eux. Je ne peux plus. Franchement, c'est des super catcheurs, mais je pense pas que Ricochet, je pense pas qu'il est taillé pour la WWE. Il est pas fait pour la WWE, ça se voit physiquement, c'est un chewing-gum Ricochet. Il peut être aussi bon qu'il veut, mais ça restera, c'est un chewing-gum. Il est pas dur. Et à la WWE, il faut être dur. Regarde, Eddie Guerrero, il faisait la taille de Ricochet, mais il était dur, il avait quelque chose de dur, il avait de la consistance, je sais pas, mais Ricochet, c'est un véritable chewing-gum. C'est un chewing-gum, Ricochet. Ce qu'il fait c'est beau, mais c'est fait pour du indie. C'est pas fait pour la WWE. Ou foutez-le à 205 Live. Mais ne le mettez pas pour un des titres, même intercontinental et États-Unis. Il est pas prêt pour la mid-card. Ricochet n'est pas prêt pour la mid-card. C'est clair, ça c'est clair et c'est net. Aussi, voilà, Ricochet n'est pas prêt pour la mid-card. Ricochet n'est pas prêt pour la WWE. Il est venu trop tôt. Ou il est sorti trop tôt de NXT où il pouvait mieux s'exprimer. Ensuite, on enchaîne avec Street Profits contre les Viking Raiders, un match qui n'est pas pour le titre. J'ai pas compris pourquoi. Viking Raiders, Street Profits, j'ai dit hier, ils parlent trop. Ils sont arrivés avant le match, ils ont fait encore une promo. Ils parlent trop. Agissez les gars, arrêtez de parler et agissez. Victoire des Viking Raiders qui s'imposent avec leur Viking expérience sur Angelo Dawkins. Ça a été un bon match, franchement ça a été un bon match. Mais Street Profits, ils parlent trop. Pour ce qu'ils font, ils parlent trop. Ça fait chaud. Attends, ils sont champions par équipe, c'est peut-être leur premier match depuis qu'ils sont champions quoi. Excuse-moi. Donc ensuite on enchaîne avec une série de mini-angles. Il y a Easter Black dans sa petite cave noire qui dit que voilà, AJ Styles a dit qu'il allait faire chuter d'un truc, mais voilà que en fait il dit ouais ça fait quoi AJ Styles d'être enterré et d'être déterré en gros. T'as Rey Mysterio qui fait sa petite promo qui dit que voilà il aimerait bien redevenir champion. Voilà en fait c'est des séries de mini angles extrêmement inintéressants pour boucher les trous qu'il y a dans le show. Clairement c'était ça. Ensuite on enchaîne avec Charlotte Flair qui arrive, j'ai pas compris, Charlotte Flair qui est visiblement toujours à Raw.
Malgré, elle est plus souvent à Raw que à NXT en tout cas. Elle est là pour promouvoir son match contre Io Shirai. Elle a dit que Io Shirai rêvait de l'affronter, maintenant c'est fait. Io Shirai va pouvoir se prosterner devant sa reine après qu'elle ait perdu ce match. Mais c'est Liv Morgan qui arrive et qui demande si Charlotte Flair se souvient d'elle. Charlotte Flair lui répond que oui, c'est une fille qui veut attirer son attention, son attention. Morgan dit qu'elle n'a pas besoin de savoir qui elle est, mais parce que tout simplement elle va devenir championne. Et Flair lui répond qu'elle dit la même chose que toutes les femmes lui ont dit quoi. Mais à la fin elle finira par perdre et se prosterner devant sa reine. Attends, Liv Morgan, ok, la semaine dernière t'as gagné ton match contre Ruby Riott et tout, vas-y, y a pas de souci. T'as battu 2 fois Ruby Riott, mais t'as battu 2 fois Ruby Riott. C'est une jobbeuse. Une jobbeuse à qui t'étais à son service avant. Tu peux pas. T'as gagné 2 matchs, tu vas être confronté à Charlotte Flair. Mais Liv Morgan, faut qu'elle arrête son délire là. Je sais pas c'est quoi son booking, mais c'est pas parce que tu gagnes 2 matchs que. Ok, t'es en confiance, machin, y a pas de souci. Mais va pas provoquer Charlotte Flair. Faut arrêter. C'est comme si c'était le boxeur du quartier qui allait s'attaquer à Mike Tyson. Faut vraiment arrêter le délire. Liv Morgan, je sais même pas si elle a déjà gagné un match en solo avant les 2 matchs contre Ruby Riott. Hein. Je sais même pas si elle a déjà gagné un match en solo. Cet angle-là, franchement, faut arrêter vraiment le délire. Franchement, là, bon, Liv Morgan contre Charlotte Flair, il y a un match qui s'ensuit. Victoire de Charlotte Flair avec son figurehead qui fait taper et qui fait comprendre à Liv Morgan qui ne joue pas dans la même cour que Charlotte Flair. C'est vraiment, elle joue dans la cour des grands et que Liv Morgan n'a gagné que 2 matchs et contre Ruby Riott qui n'est qu'une jobbeuse. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça. Charlotte Flair, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent la tester. Bianca Belair, elle peut. Bianca Belair, ça aurait été plus légitime que. Bianca Belair, elle aurait pu venir dire ouais, vas-y, machin, viens, on se tape. Tiens, on se fait une bagarre quoi. On peut faire mano à mano, on peut jouer mano à mano. Déjà physiquement, Bianca Belair, elle en impose, elle a du charisme. Et même, elle a déjà eu un match contre Charlotte Flair qui était excellent, de très bonne facture à NXT. Mais Liv Morgan, je suis désolé, mais faut arrêter le délire. Liv Morgan et Charlotte Flair, ce n'est même pas deux noms à mettre dans la même phrase. À la WWE, ils ne jouent pas du tout dans la même cour. Et l'autre qui dit tu vas devenir championne, ok, mais va pas provoquer Charlotte Flair. Là, tu niques ton push en fait. Pour moi, en fait, je me mets dans la peau de Liv Morgan comme si je réfléchissais, comme si j'étais dans le monde WWE. Je me mets vraiment dans la peau. T'es sur un push, t'as battu Ruby Riott 2 fois, je me comprends que tu sois en confiance, mais pas de là à provoquer Charlotte Flair, mais faut arrêter d'être dingue quoi. Ensuite on enchaîne avec ce qui était le main event of the evening, Drew McIntyre contre Buddy Murphy. Le match était de très bonne facture, c'était un très bon échange entre les deux. Seth Rollins qui était sur le stage pendant le match, la rampe d'entrée, qui pendant le match regardait Drew McIntyre, essayait de le déstabiliser, s'avancer, reculer un petit peu. Mais à un moment donné, Buddy Murphy est prêt à tenter. Je crois qu'il avait tenté un stomp. Mais il est surpris par le Claymore Kick à la fin du match. Et Drew demande à Seth Rollins supplie Seth Rollins de venir se battre. Mais Seth Rollins peut faire partir. Et pendant un peu plus tard, pendant la célébration de Drew McIntyre, il lui passe un super kick. Et à un moment donné, il a tenté le stomp. Mais Drew McIntyre le surprend avec un coup de tête et un Claymore Kick qui met Seth Rollins en déroute. J'aimerais revenir sur Cedric Alexander et Ricochet. Pour moi, Ricochet n'est pas fait pour la WWE. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais Ricochet, il est fait pour l'Indie ou la AEW, il serait parfait là-haut. En mid-card de AEW, il serait parfait. Mais il n'est pas fait pour la WWE. Pour moi, Ricochet, c'est un chewing-gum. C'est un chewing-gum, on le voit, il est trop mou. Il est mou, Ricochet, il est mou. Il est pas dur. Je sais pas, il est trop mou, Ricochet. Tu le touches, il tortille dans tous les sens là. Et je sais pas, c'est beau de faire des acrobaties et des flips, hein. C'est beau d'être athlétique, c'est beau d'avoir des tablettes de chocolat, mais il faut savoir aussi être stiff, il faut savoir aussi être violent, c'est savoir quelque chose de pertinent. Et Ricochet, à la WWE, il se perd et il faut juste. Ça m'aurait plu qu'il soit Rusev, ils auraient dû peut-être le garder et Ricochet le foutre dans la vague de licenciement. Ricochet, il est pas fait pour la WWE, ils perdent leur temps avec lui et il perd lui-même son temps à la WWE.
Dites-moi ce que vous pensez de ce que je pense de Ricochet en commentaire. Likez, commentez, partagez, c'est très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis!